Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du wrap-up de mai. Je ne me ferai pas l'affront de vous dire j'espère que vous allez bien, puisque si tout comme moi vous êtes inquiet et que vous vous renseignez sur l'actualité, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et malheureusement, je vais continuer sur cette lancée avec le premier livre dont je vais vous parler. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Freedom is a Constant Struggle de Angela Davis. Angela Davis, c'est une femme qui est extrêmement connue au niveau politique, féministe, antiraciste aux États-Unis. C'est une grande dame qui est encore vivante. Elle a beaucoup agi, notamment avec les Black Panthers. Elle va revenir sur ses combats à travers une dizaine d'interviews et de conférences. Elle va évoquer tout ce qui lie la question de la liberté au sein du monde, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ça soit en Afrique, que ça soit en Palestine. Elle va avoir une analyse intersectionnelle de toutes les oppressions qu'il y a. Cette femme est extrêmement pertinente dans ses propos, dans sa manière de les raconter. Elle va forcément beaucoup parler de la question noire états-unienne, puisque c'est quelque chose qu'elle connaît très bien. Elle va parler de l'emprisonnement infondé de beaucoup de personnes de la communauté noire aux États-Unis. On va parler du fait que les femmes sont extrêmement importantes pour faire avancer les pays, pour faire avancer les pensées, et qu'elles ont aussi un rôle à jouer. Je passe très brièvement dessus, tout simplement parce que, à travers ces 10 prises de parole, on voit énormément de sa pensée. Ça nous permet d'avoir une porte d'entrée dans ses idées, qui sont encore d'actualité. J'ai été ravie de découvrir cette femme sous cet angle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui se repèrent, qui se retrouvent dans chacun des textes, puisqu'elle revient sur ses combats. Ça vaut toujours le coup de se pencher dessus, de l'emprunter en bibliothèque notamment, je pense, et surtout d'avoir un esprit critique par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, et ce texte apporte ça, apporte des clés de compréhension, que ça soit par rapport au génocide qui est en train de se passer à Gaza ou d'autres problématiques qui se passent ici aussi. Ensuite, je vais essayer de détendre un petit peu l'atmosphère en vous parlant d'une nouvelle de Sally Rooney. Sally Rooney, on a eu la cover reveal de son prochain livre qui sortira en septembre et qui s'appelle Intermezzo. Et personnellement, j'ai lu tous les livres qu'elle a parus jusqu'alors. Ça a toujours été des 3,5, 3 étoiles. Mais à chaque fois, je passe un agréable moment. J'aime sa prose, j'aime sa manière de construire ses textes, j'aime le fait qu'il n'y ait pas de signes de ponctuation qui spécifient les dialogues. J'aime sa manière de faire. Mon préféré des 3 qui sont sortis jusqu'alors, c'est Conversation with Friends. J'ai pas été forcément transcendée par Normal People. J'ai apprécié le lire, mais je n'y ai pas trouvé autant de sous-tons, de sous-textes que la plupart des gens. Quoi qu'il en soit, j'ai très hâte de lire son prochain qui sortira en septembre. Mais dans une collection de la maison d'édition Faber, elle a publié plusieurs nouvelles, et notamment une qui s'appelle Mr. Celery. Dans cette nouvelle, elle va relater l'histoire d'une jeune femme qui doit avoir une vingtaine d'années et qui a une relation, ou du moins qui en a eu une, avec un homme d'une cinquantaine d'années. Ces deux personnages vont se retrouver et on va voir cette jeune femme qui va prendre soin de cet homme qui est en train de vieillir et qui doit faire face à la maladie. C'est une nouvelle que j'ai appréciée. J'ai surtout apprécié de retrouver la plume de Sally Rooney, mais ça ne vaut pas, bien sûr, l'un de ses romans où elle développe davantage la caractérisation de ses personnages. Ça m'a juste permis de retrouver sa plume, ce qui m'a fait du bien sur le coup, mais ce qui ne me restera pas très longtemps en mémoire, notamment parce que malgré les thèmes assez intéressants qu'elle traite, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer notamment, ça n'a pas suffi à me satisfaire. Ensuite, je vous parle d'un des seuls livres que j'ai en physique, et il s'agit d'une relecture, ce qui ne m'arrive pas très souvent, et c'est donc Reste de Adeline Dieudonné. Ce livre, je l'ai lu dans le cadre du prix des lectrices Vox et Proches. C'était le dernier que je lisais de la sélection, ou du moins que je relisais, puisqu'il y a un an tout pile, j'étais en plein dedans lors de sa sortie en grand format. Dans ce livre, on va suivre une protagoniste, une narratrice, qui, sous forme de lettre, va s'adresser à la femme de son amant. Je recontextualise si vous ne connaissez pas cette histoire, mais la narratrice voit son amant décédé au bord d'un lac lorsqu'ils étaient en séjour tous les deux. Vient cet instant où elle se demande si elle va aller rendre le corps à l'épouse légitime. Elle va décider de le conserver avec elle. Et sous forme de 2 lettres, elle va s'adresser à cette épouse. Elle va lui expliquer la relation qu'elle a entretenue avec cet homme
Elle va revenir sur la place qu'il a tenue dans sa vie, à quel point il s'est détaché des relations qu'elle avait eues antérieurement, à quel point ils avaient une relation très particulière et très intime de fait, mais au-delà de ça, psychiquement interconnectés, je dirais. C'est assez macabre et c'est très particulier comme lecture. J'avoue que même dans cette relecture, j'ai été très mal à l'aise. C'est aussi le parcours de deuil que cette femme va faire, qu'on va suivre. Elle va vraiment avoir un parcours psychique en même temps qu'un parcours géographique. J'y ai trouvé beaucoup plus de sous-tons, de sous-textes, notamment quant au rapport entre l'amour et le deuil, entre le rapport de légitimité à être aimé, à aimer, dans la diversité des relations qu'on peut avoir. Je crois que je l'ai préféré à la première fois où je l'ai lu. J'ai été très déstabilisée, comme vous pouvez vous en douter, mais j'ai trouvé beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de thématiques qui m'ont touchée et qui pourront me toucher à l'avenir. Soit dit en passant, je vous conseille également le format audio qui est lu lui-même par Adeline Dieudonné. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que j'ai commencé en audio et que j'ai terminé sur ma tablette, donc je ne l'ai pas avec moi. Il s'agit de The Silent Patient de Alex Michaelides. On va suivre Alicia. Alicia Berenson. Elle était donc mariée à un photographe illustre et elle-même était peintre et très reconnue dans le milieu. Et il s'avère qu'il y a quelques années, cette dernière a été accusée d'avoir tué son mari qui a été poignardé à diverses reprises. Ce qu'il s'est passé, c'est que depuis le décès de son mari, Alicia n'a plus parlé. Elle est devenue muette. On va suivre l'enquête d'un homme qui est psychiatre, qui va essayer de déceler le mystère, puisqu'il est persuadé qu'elle n'est pas coupable. Et donc, à travers les divers entretiens avec ce Théo Faber, on va essayer de déceler le vrai du faux. On va faire des retours dans le temps, notamment grâce au journal intime que lui aura trouvé dans les affaires d'Alicia. Le début de cette histoire m'a plutôt prise. J'étais plutôt enchantée par ce thriller qui était très agréable à lire et à écouter, soit dit en passant. Puis, dans la dernière partie, qui est la 4e, on va aller d'autant plus rapidement. Et là où le livre a beaucoup pris son temps au début, la 4e partie a été rushée à un point que je ne saurais dire. Ça m'est devenu très très irritant. On est allé de retournement en situation en retournement en situation sans qu'il n'y ait de cohérence. Je trouve qu'il y a des gros soucis de cohérence dans ce livre et la fin m'a laissé aigrie pendant 3 jours. J'ai trouvé la fin mais tellement médiocre, j'ai eu l'impression qu'on se jouait de moi et qu'on m'avait tenu dans le flot pendant plus de 300 pages pour me cracher au visage. Je ne comprends pas à quel point il a pu être porté au nu à ce point, tellement j'ai trouvé ça mauvais. Le problème, c'était pas la plume, parce qu'elle était fluide, elle était prenante, mais alors au niveau de la construction, la logique de cette intrigue, je trouve ça mais vraiment limite insultant. Donc si vous l'avez lu, si vous avez lu d'autres livres de Alex Michaelides, je veux bien votre avis, mais alors là, c'est ma déception, mais plus qu'une déception dans ce mois de mai. Je vais rester dans les thrillers et je vais vous parler d'un livre qui vient de sortir et que j'ai pu écouter avec Netgal. Il s'agit de Norferville de Franck Tillier. Franck Tillier, c'est un des romanciers de thrillers les plus plébiscités en France. C'était la première fois que je m'y adonnais. Dans son nouveau livre, on va suivre Teddy Chaffran, qui est un détective et criminologue qui réside à Lyon. Et sa fille, qui résidait au Canada, vient de décéder. Au début du livre, il l'apprend et il décide de se rendre sur les lieux du crime. Et on va le suivre dans le nord canadien avec une enquêtrice qui a été appelée pour revenir dans cette petite ville de Norferville où elle a résidé adolescente et où elle a un passif assez tumultueux. Norferville, c'est une ville minière assez éloignée, assez reculée où il y a une grande population autochtone. Il y a donc, comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de haine envers ces populations et entre les différents habitants. On va les voir tous les deux mener cette enquête autour d'un crime qui est très intime et très personnel à Teddy, mais qui s'avère être beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu imaginer. Je l'ai écouté il y a quelques temps, donc je n'ai plus tous les tenants et les aboutissants, mais j'ai trouvé qu'il y avait du rythme. Parfois 2-3 petites longueurs, mais j'ai trouvé que Tillier tenait très bien son intrigue. J'ai bien aimé l'audio, à vrai dire je pense que j'écouterais davantage de thrillers en audio, je trouve que c'est très prenant. Il y a toute une ambiance qui est bien retranscrite, que ça soit le froid polaire qu'il y a dans ce nord québécois. Il y a des questions de la place des femmes, de la place de ces communautés, de ce que l'histoire a fait à ces peuples. Donc sincèrement,
Si vous n'avez jamais essayé Tillier, je peux vous le conseiller puisque ça a été une très bonne surprise pour ma part. Ensuite, je vous parle d'un livre que j'ai plutôt apprécié. A posteriori, je pense que je l'aime encore plus. Il s'agit de My Sister, the Serial Killer, qui est donc de Oyinkan Braithwaite. Et dans ce livre, on va suivre Koede, qui, lors d'une nuit, est appelée par sa sœur. Sa sœur, Ayola, a la particularité de maltraiter ses petits amis, si on peut dire. Très régulièrement, il décède en sa présence. Cette nuit, lors de cet appel, elle demande à sa sœur de l'aider, encore une fois, à cacher le corps. C'est quelque chose qui se réitère à plusieurs reprises. En l'occurrence, cette nuit-ci, c'est le 3e homme qui est victime d'un accident, dirons-nous. Et Koede a toujours aidé sa sœur. Elle va le faire là encore. Ces deux sœurs, bien que très proches, ont beaucoup de disparités, notamment au regard de la société. Koede a toujours été vue comme la femme qui était un petit peu moins bien, comme la bonne copine si on veut, et la petite sœur a toujours été vue comme la reine de beauté et celle qui attirait les hommes. Et il s'avère que Koede est amoureuse d'un médecin avec qui elle travaille, puisqu'elle est infirmière dans un hôpital. Et un jour, Ayola lui rend visite dans son lieu de travail. Ce susdit médecin va être attiré par elle. Et ça va prendre un tournant assez particulier, où on va suivre à la fois l'enquête de ce meurtre qui a été proféré par Ayola, cette opposition entre les deux sœurs et ce tiraillement de Koede, qui est donc la narratrice de ce roman, entre son amour, cette fusion avec sa petite sœur qu'elle a toujours été là pour protéger, et l'amour qu'elle porte à ce médecin. J'ai eu parfois de la peine lors de ma lecture. J'avais du mal à saisir les convictions de la narratrice et ce pourquoi elle décidait de défendre sa sœur. On a une telle détestation pour Ayola que parfois on est un peu perturbé. Mais cette oscillation entre l'amour porté, l'amour familial, l'amour sororal et ce tiraillement avec les questions de justice était assez équilibré, et le tout de cette histoire, c'est vraiment la fin. Beaucoup de reviews Goodreads ont dit qu'ils avaient été déçus, que c'était un petit peu retombé d'un coup, et moi ça a clairement été l'inverse. C'est-à-dire que pendant tout le roman, j'étais là, oui, c'est prometteur, mais j'ai l'impression qu'on me fait un peu tourner en rond, et les dernières pages ont vraiment tout relevé, et ce qui m'a fait vraiment apprécier ce livre. J'ai trouvé ça assez cocasse, c'est exactement le genre de fin que j'adore. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant également, c'est que l'autrice est d'origine nigérienne et ça prend une énorme place puisque le livre se passe lui-même au Nigeria. Il y a beaucoup de dialectes nigérians qui sont à l'intérieur du livre et ça m'a permis aussi de découvrir certains termes, certains mots et une certaine empreinte de la culture nigérienne puisque c'est pas du tout la même manière de réfléchir et de penser. Il y a tout un questionnement de la famille au sein de cette œuvre qui est en sous-ton et que j'ai trouvé extrêmement intéressant et extrêmement pertinent à découvrir. Donc si ça vous intéresse, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Je passe ensuite à un livre dont je vous ai parlé en vlog. Il s'agit du Banquet de Platon. C'est un texte antique qui est connu et reconnu, notamment dans les sphères philosophiques. Dans ce livre, Platon va mettre en scène divers personnages qui vont tous représenter une manière de réfléchir à la société et grâce à des discours, des situations et des mythes, ils vont pouvoir appuyer leur point de vue et défendre leur opinion. On a donc Socrate, Agathon, Pausanias, Aristophane, Érysimaque, Aristodème, Alcibiade et Phèdre. Il y a donc Agathon qui représente la figure du poète, il y a Eurysimaque qui représente le médecin, Pausanias c'est plus l'amant. Agathon, quant à lui, c'est plutôt l'éloge de l'homosexualité. À travers ces personnages, on va vraiment avoir des lorgnettes par lesquelles on va pouvoir regarder le monde. J'ai beaucoup aimé le discours sur la justice, sur l'amour, sur la question de la morale, qui sont assez similaires, que ce soit entre la question de la morale et de la justice, mais qui, par certains détails sémantiques, se différencient. C'est assez génial de l'écouter, je ne peux que vous le conseiller. Il est disponible gratuitement sur internet, donc vraiment délectez-vous de cette écoute. C'est un texte qui, de par le fait que ça soit un discours, eh bien, se prête beaucoup à l'écoute, parce que c'est un texte qui insère un discours au sein d'un discours. On a vraiment la sensation
de fables qui nous sont contées. Et à travers elles, on arrive à avoir des questions sociétales qui sont encore en cours actuellement, puisque le banquet et la pensée antique, la pensée de Platon notamment, a forgé et forge encore les sociétés occidentales. Très sincèrement, si vous êtes intéressé, que ce soit par les mythes en eux-mêmes ou par le fait de réfléchir à la société dans laquelle vous vivez, eh bien, le banquet est un texte qu'il faut découvrir et qui est simple à découvrir, qui est peut-être intimidant de prime abord, mais qui finalement n'est pas si difficile à saisir. Peut-être qu'il faut y revenir petit à petit, aller se renseigner derrière sa lecture, mais vraiment un texte à lire quoi qu'il en coûte. Ensuite, je passe à un autre texte à lire quoi qu'il en coûte, d'autant plus ces derniers temps, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Dans le même vlog où j'ai parlé du banquet, en préambule, j'ai parlé de ma lecture de Fahrenheit 451. Ce livre, c'est donc une dystopie. Je doute du fait que vous ne le connaissiez pas, mais auquel cas, je vais quand même vous en faire un résumé. On va suivre Montag, qui a la particularité d'être pompier dans un monde où les pompiers n'éteignent pas les feux mais les allument. Et dans ce monde, il est chargé de brûler les livres. Et un jour, lors d'une intervention, eh bien, il va décider d'en prendre un avec lui, tant il a été bouleversé par la vision d'une femme qui était accrochée au livre qu'elle possédait. Et on va suivre ce parcours que je n'ai pas forcément envie de vous révéler, mais qui, d'autant plus avec les derniers événements et les dernières élections, prend d'autant plus d'essor. Pour moi, il y a une trilogie, un trio de dystopie qui est très important à lire, d'autant plus à l'heure actuelle. 1984 de George Orwell qu'on ne présente plus et qu'on ne présente pas tant il est intéressant, intelligible et intelligent à notre heure. Il y a Fahrenheit 451 qui a clôturé ma découverte de ces 3 livres. Et il y a Le meilleur des mondes qui est l'un de mes livres préférés et qui, par l'évolution des sociétés et la question biologique, est aussi très pertinent, mais qui traite d'autres problématiques. Quoi qu'il en soit, ici on va surtout traiter de l'appauvrissement de la pensée des peuples. Ça prouve bien que le savoir c'est le pouvoir et que la culture est extrêmement importante. C'est un livre qui m'a heurté par la pertinence de ses phrases, de ses mots, et qui m'a aussi heurté par la vraisemblance de ce qui en découle, de la morale qu'il a. Il y a des métaphores qui sont belles à penser, mais qui à l'heure actuelle semblent bien trop utopistes, à contrario de ce que le livre laisse à présumer. J'ai le cœur lourd en parlant, mais vraiment, si vous ne connaissez pas ce classique de l'ASF, je ne peux que vous le conseiller, d'autant plus qu'il a été retraduit depuis. Et à mon avis, contrairement à cette copie qui date un peu et qui comprend des coquilles, la nouvelle version est remasterisée de manière à ce que ça soit plus compréhensible. Et enfin, je vais parler du dernier livre que j'ai lu ce mois-ci et ensuite je vous parlerai des créatrices. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de Divine Rivals. Là aussi, j'en ai parlé dans le même vlog et c'est un livre qui est écrit par Rebecca Ross. Il a été traduit dernièrement par De Saxus et personnellement, je l'ai lu en VO. Si la VO vous fait peur, notamment parce que c'est un univers de fantasy, eh bien je peux vous dire qu'elle est relativement simple à appréhender. Dans ce livre qu'on a vu passer un peu partout, on va suivre Iris. Iris, c'est une jeune fille qui rêve de devenir journaliste. Et elle a un frère qui s'appelle Forrest et qui, dès le début, part en guerre pour défendre le parti d'une déesse qui s'est réveillée après des années et qui se bat contre un autre dieu. Et Iris a fait la promesse à son frère de continuer ses études. Malheureusement, la mère d'Iris est en proie à l'alcoolisme. Et afin de gagner un peu d'argent et de réussir dans le journalisme, Iris travaille dans une gazette. Dans cette susdite gazette, il y a un rival qui est en face d'elle et qui s'appelle Roman. Et tous les deux se chamaillent afin d'obtenir une promotion et d'être permanent en tant que chroniqueur. Iris est un peu dans un rôle de rebut, c'est-à-dire qu'elle fait les rubriques nécrologiques de ce journal. Ce qu'il se passe, c'est que cette dernière possède une machine à écrire. Une machine à écrire qui a la particularité de pouvoir envoyer, transmettre des lettres à un autre correspondant. Et lors d'une nuit où elle se sent seule, où elle se sent triste, où son frère lui manque, Iris lui rédige une lettre, une parmi tant d'autres. Sauf que cette nuit-là, elle va avoir une réponse, mais qu'il ne s'agit pas d'une réponse de Forrest. Et elle va commencer à entretenir une correspondance avec la personne qui reçoit ces lettres. Et on apprendra au fur et à mesure qu'il s'agit de Roman, son rival. Et on va suivre cette relation, cet échange, à travers d'autres péripéties qui mélangent à la fois la question de la guerre, de l'écrit,
des univers fantastiques. Et vous savez, si vous êtes là depuis quelque temps, que je ne suis pas une adepte de fantastique ou alors très très light. Et je ne suis pas non plus adepte de romance. Donc, de prime abord, mis à part le résumé qui traitait de la question de l'écrit, je n'étais pas forcément la cible. Et pour autant, j'ai adoré. J'ai trouvé qu'il y avait un très très bon rythme, un très bon équilibre. La seule lacune que j'ai pu y trouver, c'est donc la fin et des questions plus personnelles quant à la conception de la vie. Pour un avis plus détaillé, je vous renvoie au vlog que j'ai tourné où j'en parle. J'ai adoré la relation des deux personnages, la construction des deux personnages. J'ai aimé le fait qu'il y ait des problématiques de fond qui soient traitées au sein d'une histoire qui est plutôt destinée à un public middle grade, voire entré dans l'âge adulte. J'ai beaucoup aimé l'univers, les relations, l'aspect found family qu'il y a aussi. Donc ça m'a beaucoup plu et j'ai grand hâte de lire la suite puisqu'il s'agit d'une duologie et qu'à la fin de ce livre, on a vraiment dans l'épilogue quelque chose qui nous donne envie d'aller voir ce qui va se passer à la suite. J'en ai terminé avec les livres, je vous parle brièvement de deux créatrices. La première, je vous en ai parlé dans des vlogs précédents et je vous y renvoie encore puisque ma caméra va bientôt me quitter. Il s'agit de Basically Brit que j'apprécie énormément par ses choix de lecture qui sont assez similaires aux miens et que j'apprécie par la douceur et l'attention qu'elle porte aux images qu'elle nous donne. C'est une chaîne qui me fait du bien. Elle aime vraiment le même style de livre que moi, elle est fan de Patti Smith aussi, donc j'y trouve énormément d'atomes crochus. Si le cadre a changé, vous vous en doutez, c'est comme d'habitude, c'est que bien sûr ma caméra a coupé. Donc je vais être très brève. La deuxième créatrice dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Jen Ennie, autrement dit This Story Ain't Over, qui est canadienne et qui a des lectures qui sont souvent de la fantasy, mais elle lit aussi beaucoup de literary fiction, donc de la fiction contemporaine, ce qui est vraiment mon genre de prédilection. J'ai toujours la sensation qu'elle est très précise et très méticuleuse par rapport au choix des lectures qu'elle fait. Quoi qu'il en soit, je vous incite à aller la suivre, notamment parce qu'elle est très active dans le domaine de l'édition. Elle a elle-même prévu de publier un livre à l'été prochain et j'ai grand hâte de voir ce que ça va donner, notamment parce que les thématiques sont relativement engagées. Et bien voilà, j'en ai terminé avec le bilan de ce mois de mai. On espère tout à chacun que le mois de juin sera bon, que ça soit au niveau littéraire ou en règle générale. Et j'en profite pour vous dire d'être actif au niveau de votre implication dans la société et donc de vous rendre aux urnes le 30 juin et le 7 juillet. Voilà, c'était mon petit laïus et puis j'espère que cette vidéo vous a plu au demeurant. Si c'est le cas, je vous laisse l'aimer et la commenter. Me retrouver ailleurs si vous en avez l'envie. De toute façon, tous mes liens seront en barre d'infos. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, ciao!